Donc on va aborder le troisième dossier de cette conférence de maladies infectieuses tropicales, relatif à une maladie qu'on connaît souvent mal, mais qui a fait l'objet d'une conférence de consensus récente, donc qui potentiellement peut être un sujet d'internat, étant donné que tout est très bien défini par la conférence de consensus. Donc c'est un thème qu'il faut connaître sur le bout des doigts. Donc nous allons revenir sur l'énoncé. Donc c'est un agriculteur de 47 ans qui consulte pour l'apparition d'une gêne au niveau du membre supérieur droit et d'une douleur cervicale irradiant dans l'épaule droite, l'empêchant de travailler et de pratiquer son passe-temps favori, la chasse au cerf. Donc l'examen clinique met en évidence un déficit moteur du membre supérieur droit. Le patient dit ne plus savoir où est sa main droite s'il ne la regarde pas. Il n'arrive pas à reconnaître une lettre dessinée sur la paume de sa main et il n'arrive pas à différencier un cube d'une balle dans sa main droite. Il se plaint également de paresthésie du bord latéral de l'épaule et du bras droit. Cependant, il n'a pas de trouble de la sensibilité thermoalgique. On retrouve également un réflexe rotulien droit vif et un signe de Babinski sur le pied droit. L'interrogatoire retrouve la notion d'une éruption rougeâtre sur la cuisse sans relief de plusieurs centimètres de diamètre, s'étant élargie en anneau en quelques jours, la peau du centre ayant repris progressivement sa couleur d'origine. L'examen ne retrouve aucune trace de cette éruption. Donc vous réalisez une IRM cervicale en urgence et nous vous avons joint donc découpe sagittale en T1 après injection de gadolinium et en T2 et une coupe axiale en T1 après injection de gadolinium. Donc voilà le T1 gado et le T2. Et enfin la coupe axiale en T1 gado. Donc les questions. Première question, décrivez les images de l'imagerie par résonance magnétique. Quelle est votre hypothèse diagnostique et sur quel argument? Quel en est l'agent pathogène et son mode de transmission? Quels examens prescrivez-vous pour confirmer votre diagnostic et qu'en attendez-vous? Cinquième question, quel traitement instaurez-vous? Sixième question, quelles sont les complications à long terme de cette maladie? Septième question, après avoir défini les termes de prévention primaire, secondaire et tertiaire, vous en donnerez les mesures pour cette maladie. Donc, première question, décrivez les images de l'IRM. Donc, je vous ai remis l'image du T1 gado axial. Donc, c'est donné dans le dossier, mais il faut quand même rappeler donc que vous êtes devant une IRM, donc a priori centrée sur la moelle, donc médulaire, avec d'abord en T1 avec injection de gadolinium, tel qu'on vous l'a précisé, et qui met en évidence donc sur les coupes sagittales qu'on reverra après. Donc on voit bien la moelle sur la coupe sagittale avec le tronc en haut. On retrouve une prise de contraste comme ceci, spontanée, après injection de gadolinium arrondi de la moelle postérieure, donc qui est en regard des vertèbres C2, C3, avec, ce qui est peut-être difficile à voir sur l'imagerie, un petit œdème périlésionnel. Et donc on retrouve sur la coupe axiale qui est ici présentée, donc qui est fait en fait à peu près à ce niveau-là, une prise de contraste du cordon postérolatéral de la moelle après injection de gadolinium. Donc voici la coupe sagittale. On retrouve la prise de contraste postérieure de la moelle, donc en regard
des vertèbres C2, C3. Donc voici maintenant l'IRM médulaire en T2. On retrouve une hyper-intensité spontanée postérieure de la moelle épinière, toujours en regard de C2, C3. Donc arrondi et postérieur. Donc après avoir décrit ces examens d'imagerie, on vous demande quelle est votre hypothèse diagnostique et sur quels arguments. Donc on évoquera bien sûr une maladie de Lyme, autrement appelée borréliose de Lyme, pour la bonne raison que la bactérie qui est en cause fait partie des borrélioses, Borrelia. Donc on l'évoque, on précise que cette maladie de Lyme est à la phase secondaire, parce qu'on est devant une myélite, et que la myélite est une des expressions cliniques de la maladie de Lyme à sa phase secondaire. Donc la myélite est postérolatérale droite. On l'évoque donc devant, on reviendra après un peu sur la sémiologie de ces troubles neurologiques, devant un syndrome cordonal postérieur droit, donc médulaire, qui associe une atteinte de la sensibilité proprioceptive et tactile épicritique du même côté, homolatéral. Donc on retrouve dans l'examen la difficulté à reconnaître une lettre dessinée sur la main, trouble de la graphesthésie, l'astéréognosie, les troubles de la position du membre et les paresthésies du territoire C4, C5. Et donc, on a aussi quelques douleurs radiculaires qui ne rentrent pas directement dans le cadre du syndrome cordonal postérieur, mais plutôt sur une petite atteinte radiculaire qui est donc par continuité par l'œdème de cette lésion. On va le revoir sur un schéma. On a également, en plus du cordon postérolatéral, une atteinte du cordon latéral de la moelle droite cervicale, qui entraîne donc cliniquement une irritation pyramidale avec un réflexe vif et un Babinski homolatéral, parce que le cordon latéral a déjà des QC au-dessus, donc les signes sont homolatérales. Et on a un déficit du membre supérieur droit qui est lié à l'atteinte par l'œdème des motoneurones dans la substance grise de la moelle. Donc, en plus de cette symptomatologie de myélite postérolatérale de la moelle épinière, on a un argument fort pour la maladie de Lyme qui nous permet de poser le diagnostic, qui est la notion d'un érythème migrant. Dans la conférence de consensus, avant on parlait d'érythème chronique migrant. Là, ils ont limité leur terminologie à érythème migrant. Donc, qui est évoqué devant une macule érythémateuse. On vous parlait d'une lésion rougeâtre, donc annulaire. On vous a dit que la lésion était ronde. Donc par exemple sur une jambe, ça nous fera une lésion comme ceci. Donc accroissance centrifuge, c'est-à-dire qu'on s'écarte du centre avec un éclaircissement central, traduisant donc la phase primaire de la maladie de Lyme, qui est donc définie par l'érythème migrant, et qui donc chez ce patient est actuellement passé, vu qu'on est en phase secondaire. Donc le dernier argument, c'est toujours en maladie infectieuse, les arguments socio-épidémiologiques. Donc est-ce que cette maladie infectieuse transmise par les tiques, est-ce que ce patient a des facteurs de risque? La réponse est oui. C'est un agriculteur qui fait de la chasse en forêt, donc qui est potentiellement exposé aux tiques qui tombent des arbres directement sur la peau du patient et qui, en le mordant, cette borréliose. Donc, après avoir argumenté votre diagnostic
on vous pose une question relative à l'agent pathogène en cause dans la maladie de Lyme et son mode de transmission. Donc ça, vous devez l'apprendre par cœur, hein, tout simplement. Donc, l'agent pathogène, c'est une bactérie. Il faut toujours préciser en maladie infectieuse. Est-ce qu'on est face à une bactérie ou bien un virus ou bien un parasite? Et enfin, un champignon. Voilà. Donc une fois qu'on a défini ça, si on en connaît la classe, on peut la préciser. Donc là, c'est une borréliose. Et puis, on arrive au nom du germe, à savoir la Borrelia burgdorferi. Donc, le mode de transmission de cette maladie, c'est une maladie qui est transmise par une piqûre de tique, donc qui est différent d'un moustique, et le tique appartenant au genre Ixodes, si vous pouvez le retenir, c'est bien, et plus précisément à l'espèce Ixodes ricinus. Voilà. Donc question simple, réponse simple. Quel examen, pour la 4e question, prescrivez-vous pour confirmer votre diagnostic et qu'en attendez-vous? Alors là, c'est une question qui est rendue un peu difficile du fait de la présentation de la phase secondaire de la maladie de Lyme, parce que la question est plus simple devant juste un érythème migrant, mais devant une myélite et potentiellement une méningite à Lyme, il faut aussi connaître les critères diagnostiques de l'atteinte neuroméningée de la maladie de Lyme, donc qui demande d'apprendre ce qu'on va aborder. Donc, tout d'abord, ce que vous devez tous connaître, qui est la méthode de diagnostic classique, donc qui est la réalisation d'une sérologie de Lyme. Donc la sérologie est un fréquent maladie infectieuse, je vous le rappelle, qui est la recherche d'anticorps spécifiques dans le sérum, avec l'association de 2 techniques, comme on l'avait vu pour le VIH, l'ELISA et le Western blot, qui permet d'associer à la fois une technique sensible et une technique spécifique, ce qui permet, après un résultat positif des 2 résultats, d'éliminer tous les faux positifs et faux négatifs pour arriver à un diagnostic conforté. Donc il faut que cette sérologie soit bien évidemment positive, parce que si elle est négative, ça veut dire qu'on n'a jamais été exposé à cette Borrelia. Et avec le contrôle à distance de la sérologie, il faudra qu'on objective une ascension du titre sérique, parce que quand on fait une sérologie, on peut quantifier le nombre d'anticorps. Donc ce nombre d'anticorps augmente à distance de l'exposition à cette infection, notamment sur les immunoglobulines G pour la maladie de Lyme. Donc ça, c'est l'examen classique. Comme je disais, une borréliose secondaire avec atteinte neuroméningée, on va rechercher les critères diagnostiques de l'atteinte neuroméningée en réalisant une ponction lombaire, donc qui ramènera un liquide. Donc la ponction lombaire, hein, c'est toujours pareil. On fait une analyse biochimique qui va nous dire les protides, est-ce qu'il y a une hyperprotidémie, les glucides, est-ce qu'il y a une hypoglycorachie en faveur d'une infection, et d'autres examens moins importants, type les chlorures. L'analyse bactério, qui va nous donner le nombre d'éléments, qui, je vous rappelle, s'il est supérieur à 10, définit la méningite, et la formule, à savoir le pourcentage de polynucléaires, de lymphocytes, et éventuellement d'autres cellules, notamment cancéreuses. Et ensuite, selon le contexte clinique, on pourra envoyer ce liquide à d'autres laboratoires, notamment chez le patient VIH, la virologie, ou en cas de suspicion d'encéphalite herpétique, la parasitologie, pour par exemple la cryptococcose, chez le patient VIH, et la cytologie,
suspicion de leucémie, lymphome, pour rechercher des cellules anormales. Donc chez ce patient, on va privilégier l'étude bactério et biochimique. Donc on s'attend à avoir une hyperprotéinorachie en faveur d'une méningite, avec une méningite lymphocytaire, donc avec un pourcentage plus élevé de lymphocytes que de polynucléaires, contrairement aux méningites bactériennes qui ont plutôt des pourcentages de polynucléaires élevés. Et donc on réalisera, ce qui est important à retenir dans ce dossier, une sérologie de Lyme dans le LCR, qui est bien précisée dans la conférence de consensus, qui doit être positive pour poser le diagnostic de myélite de Lyme, avec donc la présence d'IgG spécifique dans le LCR. Et en son absence, on aura envie de chercher une autre cause à notre atteinte neurologique, même si un agriculteur chasseur a une sérologie de Lyme dans le sang positive, ce qui peut être simplement lié à une exposition chronique otique, et pas forcément à une maladie de Lyme en elle-même. De manière optionnelle, on pourra compléter nos investigations par une mise en culture du LCR pour voir si on retrouve la bactérie qui pousse, et une recherche de Lyme par PCR. Donc on réalisera un bilan classique sanguin infectieux avec une numération formule sanguine et une CRP, surtout pour éliminer les diagnostics différentiels, et on en attendra certes un syndrome inflammatoire, mais pas très important, contrairement aux infections bactériennes. Si on a un gros syndrome inflammatoire, on sera un peu gêné, on aura envie de réorienter le diagnostic. Donc, quel traitement instaurez-vous devant cette maladie de Lyme à la phase secondaire? Donc, vous pouvez réexpliquer que vous faites un traitement de la phase secondaire de la maladie de Lyme, parce que selon que la phase est primaire, secondaire ou tertiaire, les traitements ne sont pas les mêmes, et selon qu'il y a une atteinte neurologique ou articulaire ou autre, les traitements ne sont pas les mêmes, parce que renvoie aux qualités des antibiotiques, à savoir est-ce qu'ils pénètrent bien le parenchyme cérébral, est-ce qu'ils pénètrent bien l'os, etc. Donc là, on est dans la situation du secondaire avec une atteinte neurologique. Donc on veut un antibiotique efficace sur la phase secondaire et qui pénètre bien à travers la barrière hémato-encéphalique. Donc ça sera une antibiothérapie active sur le germe, comme je disais, à bonne pénétration. Donc l'antibiothérapie de choix, c'est une céphalosporine de 3e génération, à savoir la ceftriaxone ou rocéfine, à la dose de 2 grammes par jour intraveineuse. Donc la rocéfine, c'est un antibiotique qu'il faut connaître parce qu'on l'utilise de plus en plus, et dans pas mal de dossiers d'infectieux, ça sera l'antibiotique de choix. C'est un très bon antibiotique, efficace, à large spectre, à bonne pénétration, notamment urinaire pour les pyélonéphrite et neuroméningée pour les méningites. Et donc on poursuivra ce traitement de manière prolongée pendant 21 à 28 jours. Donc on n'oublie pas les traitements associés. Donc chez un patient qui a des douleurs radiculaires importantes, on va bien sûr lui mettre des antalgiques. Donc on commencera par les antalgiques de palier 1, plus ou moins 2 ou 3 si ça ne suffit pas. Et puis, comme on est devant des douleurs neurogènes, on mettra les antalgiques spécifiquement recommandés dans les douleurs neurogènes. Donc on peut proposer par exemple le Rivotril ou le Neurontin parmi d'autres. On a un patient qui a un déficit neurologique, des troubles de la proprioception, donc qui potentiellement, au fur et à mesure des jours, s'expose au risque d'amyotrophie et de perte de la fonctionnalité de son membre supérieur droit. Donc on va mettre en route de manière précoce, on peut rajouter, une rééducation à travers une kinésithérapie active, donc qui pensera bien à faire une rééducation proprioceptive, retrouver la sensibilité proprioceptive et motrice, donc du membre supérieur droit. Et bien sûr, la surveillance, que je ne détaillerai pas, mais qu'il ne faut jamais oublier en l'absence de questions
spécifique sur la surveillance, qui est le cas de ce dossier. Donc, en avant-dernière question, quelles sont les complications à long terme de cette maladie? Donc, les complications à long terme, il faut évoquer deux tiroirs. Donc, la phase tertiaire de la maladie de Lyme, qui comprend un certain nombre de diagnostics. Premièrement, les encéphalomyélites chroniques, autrement dénommées neuroborréliose tardive. Donc, je pense qu'on ne vous donnera pas des cas sur ces pathologies-là, mais il faut juste retenir leur nom. Des polyneuropathies sensitives axonales chroniques également. L'acrodermatite chronique atrophiante, qui est donc en fait une atteinte cutanée inflammatoire qui entraîne des atteintes de convexité des membres avec une atteinte cutanée érythémateuse qui progressivement donne une atrophie cutanée avec des lésions qui peuvent être asymétriques. Et enfin, les atteintes articulaires que je nommais tout à l'heure par rapport au choix des antibiotiques, notamment les arthrites aiguës, récidivantes ou chroniques. Et donc, ça c'était la phase tertiaire. Donc on a vu la primaire, la secondaire, la tertiaire. Et donc, il faut aussi connaître le syndrome post-Lyme, qui est la deuxième grande complication à long terme, qui en fait associe chez un patient chez qui on a diagnostiqué une Lyme et qu'on l'a traité de manière correcte, une fatigue, des algies diffuses et des plaintes cognitives qui persistent au long cours et dans lesquelles on est embêté. Et quand on retrouve à l'interrogatoire la notion de maladie de Lyme passée, on peut poser le diagnostic après avoir éliminé d'autres pathologies de syndrome post-Lyme. Donc dernière question qui ouvre un peu le domaine de la santé publique. Donc après avoir défini les termes de prévention primaire, secondaire et tertiaire, vous en donnerez les mesures pour cette maladie. Donc selon l'OMS, pour les définitions de la prévention primaire, secondaire et tertiaire, donc la prévention primaire, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour empêcher l'apparition du trouble ou de la pathologie ou du symptôme. Donc on voit bien qu'on est avant l'apparition de la maladie. La prévention secondaire est la prise en charge du problème qui vient d'arriver au tout début de son apparition pour essayer d'en enrayer l'évolution. Et la prévention tertiaire, qui elle vise plutôt à prévenir les rechutes et les complications de la maladie, ou tout du moins à les prendre en charge pour qu'elles soient le moins lourdes possible. Donc pour retenir ces termes-là qui ne sont pas toujours évidents, donc on peut faire un schéma du temps. Donc vous avez ici la survenue d'une maladie, par exemple la maladie de Lyme, et avant la survenue de cette maladie, vous avez l'exposition à des facteurs de risque de cette maladie et éventuellement à des facteurs protecteurs. Donc la prévention primaire, elle va se situer dans cette zone-là et elle va consister à diminuer les facteurs de risque de développer la maladie ou bien à en faciliter les facteurs protecteurs. Donc si on s'expose au risque qu'on développe la maladie va s'installer pour atteindre et puis potentiellement persister avec des complications plus ou moins et on peut être exposé à des récidives de la maladie. Donc la prévention secondaire sera plus présente à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle va intervenir au moment de la survenue du trouble, du risque ou de la maladie pour essayer d'en enrayer l'évolution ou bien de dépister précocement cette maladie. Parce que si on la dépiste précocement, peut-être qu'on va la traiter plus tôt que si on la dépiste trop tard. Et enfin, la prévention
tertiaire qui consiste à essayer d'agir pour diminuer les complications de la maladie ou bien à éviter les rechutes de cette maladie ou bien à prendre en charge, accompagner le pronostic fonctionnel, etc. Donc je vais revenir un peu sur la sémiologie de notre patient. Donc on voit sur l'IRM une hyperdensité donc qui touche le cordon postérieur de la moelle, donc qui est ici, donc qui véhicule la sensibilité proprioceptive et tactile épicritique, donc ce qui explique les troubles de nos patients, astérognosie, troubles de la graphesthésie et paresthésie, sans atteinte de la sensibilité thermoalgique qui se trouve en antérieur, et une atteinte du cordon latéral, par ici, qui véhicule le faisceau pyramidal croisé, parce qu'il y a quelques faisceaux qui passent devant, mais la majorité passe là, et donc qui explique qu'on a un patient qui présente de manière homolatérale, avec la décussation se passe au-dessus, Abimbanski à droite, et une hyper-réflexie ostéotendineuse. Donc ça, c'est ce qui paraît assez évident. Par contre, on se rend compte que le patient a des douleurs radiculaires. Donc ça, c'est expliqué probablement donc, avec notre lésion qui présente un œdème au pourtour, avec probablement une atteinte racine sensitive qui vient avec son ganglion par ici, donc qui peut expliquer les douleurs radiculaires, et puis un déficit moteur, probablement lié à l'atteinte du motoneurone dans la substance grise, toujours à cause de l'œdème, qui part en antérieur. Voilà, en gros, c'était... Donc, après avoir défini les termes de prévention primaire et secondaire, tel qu'on vient de le faire, on va l'illustrer par la maladie de Lyme. Donc, la prévention primaire pour la maladie de Lyme, vous l'aurez compris, c'est d'éviter le contact avec les tiques, donc qui est le principal facteur de risque de cette maladie. Donc, ça passe par l'information, la formation et l'éducation du public et des sujets exposés à cette maladie, ainsi que des professionnels de santé pour savoir la dépister chez leurs malades. C'est la mise en route d'une protection mécanique en zone d'endémie, donc pour les personnes se rendant en forêt, porter des vêtements longs et fermés pour éviter que la tique puisse se fixer à la peau. C'est l'utilisation de répulsifs cutanés qui sont également efficaces contre les tiques. Voilà. Pour ce qui est de la prévention secondaire, l'objectif va être de détecter rapidement soit la maladie, soit l'exposition au risque, savoir la tique, et donc de retirer rapidement une tique après l'exposition, parce que plus la tique reste longtemps fixée à la peau, plus le risque de développement de la maladie de Lyme augmente. Donc ça passe par un examen minutieux cutané dans les localisations habituelles, à savoir les aisselles, les plis du genou, la région génitale et le cuir chevelu, à la recherche de tiques fixées à la peau. Retirer les tiques le plus rapidement possible. Alors, contrairement aux idées passées, il faut éviter d'utiliser toute substance chimique, notamment l'éther qui visait à endormir la tique avant de la retirer. Et en fait, on s'est rendu compte que ça faisait régurgiter les tiques et donc ça augmentait le risque de transmission. Donc, ce qui est recommandé par la conférence de consensus, c'est d'utiliser une technique mécanique et non chimique, avec notamment un tire-tique qu'on trouve en pharmacie, ou bien des fois avec une pince fine. On en attrape la tête, on la tord et on l'arrache. Voilà. Et enfin, désinfection du site de la tique après le retrait, puis surveillance s'il y a l'apparition ou pas d'un érythème migrant, ce qui permet un traitement précoce, toujours prévention secondaire, pour éviter d'atteindre des complications. Et puis, on n'oublie pas le réflexe en cas d'effraction cutanée. La
vaccination antitétanique et le sérum antitétanique. Donc le dépistage et le traitement précoce, on en a parlé. Donc pour la prévention tertiaire de la maladie de Lyme, on évoquera la prévention du passage aux formes secondaires et tertiaires pour éviter les complications de la maladie. Et puis faire en sorte que les patients ayant un antécédent de borréliose évitent de se réexposer au risque, donc en les informant, les formant et les éduquant aux méthodes de prévention. Donc les références qui ont été utilisées pour ce dossier, donc c'est comme je vous disais, la 16e de conférence de consensus en thérapeutique infectieuse récente qui date de juin 2006, que vous pouvez aller lire. Donc là, je vous ai mis un lien sur un dépliant qui est assez simple et qui résume bien la conférence de consensus. Et sinon, vous pourrez trouver toujours sur le site infectiologie.com la conférence de consensus résumée ou bien complète. Donc, c'est un dossier qui aborde la maladie de Lyme dans son ensemble, qui commence sur petit rappel de symptomatologie médulaire neurologique, et donc en abordant la myélite, qui est une des pathologies de la phase secondaire de la maladie de Lyme. Donc, je vous rappelle les autres phases. La phase primaire avec l'érythème migrant, donc qui est cet érythème cutané à évolution centrifuge, au centre duquel on peut parfois retrouver la piqûre de tique. Et puis la phase tertiaire et le syndrome post-Lyme, qui sont les complications tardives de la maladie de Lyme. Donc c'est une maladie bactérienne transmise par les tiques, donc qui nous ouvre encore une fois en maladie infectieuse à l'exposition aux environnements. Donc il faut avoir tous les réflexes, prévention, éducation des patients, savoir comment on retire la tique, qui sont les personnes exposées, etc. Donc ça nous a permis de parler un peu, redéfinir les termes de prévention primaire, secondaire et tertiaire, qui sont souvent un peu flous dans la tête des gens et souvent même mal utilisés dans le langage des médecins parce que mal connus. Parfois, il y a des mesures de prévention tertiaire qu'on dénomme secondaires, etc. C'est important d'en connaître la définition pour éventuellement les justifier si vous les utilisez dans vos dossiers. Et donc, maladie bactérienne égale antibiothérapie, différents antibiotiques possibles, et de préférence pour les atteintes neuroméningées, les céphalosporines à bonne pénétration, avec un traitement prolongé, 21 à 28 jours pour prévenir les complications tardives. Merci.